Bonjour à tous, salam alaikum. Je suis très content aujourd'hui d'accueillir Issam. Aujourd'hui, on est sur une vidéo à Knetra. Donc déjà, on a Knetra en commun, le foot, les ressources humaines. C'était largement assez pour pouvoir se rencontrer, pouvoir avoir une discussion très intéressante autour de tous ces sujets. Pour commencer, bah, très simplement, Issam, présente-toi, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais, pourquoi on est là aujourd'hui, dis-nous tout. Bonjour à tous, salam alaikum. Moi, c'est Ressam, j'ai 26 ans. Je suis originaire du nord de la France à la base, donc une ville qui s'appelle Roubaix. Comme tu l'as dit, voilà, on a le foot en commun. Moi, je suis joueur de futsal. Donc voilà, j'ai commencé à Roubaix dans le nord, dans les équipes dans première division. Yes. Et puis voilà, je suis parti derrière dans la ville de Toulouse. Donc ça fait 3 ans que je suis dans la ville de Toulouse en première division. Et en parallèle, je suis aussi joueur d'équipe nationale du Maroc. Et voilà aussi, en parallèle, j'ai fait mes études en ressources humaines, comme tu l'as dit. Un parcours full RH avec une licence et un master ressources humaines en alternance aussi, donc avec plusieurs entreprises, plusieurs expériences aussi diverses et variées. Et enfin voilà, c'est ce qui nous amène, je pense, à discuter de tous ces sujets-là aujourd'hui. Exactement. Donc, je suis très très content de pouvoir t'accueillir. Donc, effectivement, comme je l'ai dit, on va en parler juste après, mais c'est aussi, je pense, la réalité du marché de l'emploi et on va dire du monde actuel en termes de relationnel, parce que bah, on s'est rencontrés uniquement sur LinkedIn. À la base Exactement. sur des postes interposés. On n'avait aucun lien avant ces 6 premiers mois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et bah, entre LinkedIn et différents postes que je partage par rapport à mon cabinet Yudo RH. Donc pour ceux qui ne le savent pas, on a un cabinet qui est entre Knetra et Lyon, donc entre la France et le Maroc. Et nous, on travaille uniquement sur la partie et recrutement, donc plutôt France-Maroc et pas Maroc-France. Je le précise encore une fois parce que souvent ça porte à confusion. Et une partie aussi externalisation. Et effectivement, bah, comme on a tous ces points en commun, je pense que c'est aussi, je pense, la preuve. Parce que moi, je me bats avec pas mal de personnes dans mon réseau en leur disant LinkedIn aujourd'hui, pour moi, c'est inévitable. Et bah, aujourd'hui, on se retrouve. On a trouvé un moment où tu étais ici en vacances pour pouvoir faire cette vidéo. La première des choses, hyper importante, comment toi tu as concilié, parce que tu as un profil, on va dire, plus qu'atypique, parce que bah, tu es joueur professionnel, tu joues en première division, en futsal, joueur aussi de l'équipe nationale, mais à côté de ça, tu as déjà, on va dire, presque anticipé ta future conversion. Donc la première question, elle est évidente. Comment tu as fait pour, on va dire, jongler entre les deux, entre bah, ton parcours en master, avec toute l'alternance, et aussi bien ton parcours de joueur professionnel de Ligue 1? Ça s'est fait sur le tas. Ça s'est fait sur le tas avec une organisation assez particulière. Moi, comme j'ai dit, j'ai commencé à Roubaix, donc en première division où à l'époque le futsal était professionnel, mais pas si professionnalisé C'est qu'aujourd'hui. clair. Donc voilà, j'ai eu de la chance aussi d'avoir pu commencer mes études dans une organisation qui n'était pas, on va dire, très importante, on va dire, Yes. dans le domaine du foot. Mm. Ça s'est professionnalisé au fur et à mesure, donc j'ai su adapter aussi mon organisation du foot par rapport aux études. Et enfin voilà, depuis que je suis venu à Toulouse aussi, j'ai un club aussi qui est très compréhensif par rapport à ça, par rapport au fait que pour moi, le fait d'avoir une activité à côté, c'est important pour moi. Bien sûr. Et enfin voilà aussi, j'ai la confiance aussi de mon manager général, de mon directeur sportif qui est compréhensif par rapport à ça, sur le fait de travailler à côté, le fait d'avoir aussi une compensation financière, Bien sûr. c'est important, et aussi de ne pas perdre en compétences dans son domaine de prédilection. C'est aussi important, et c'était important pour moi. Donc ça s'est fait vraiment au fur et à mesure, et aussi avec des bonnes personnes, enfin voilà, j'ai de la chance aussi d'être bien entouré, que ce soit en club ou même au boulot, ce qui fait que j'ai réussi à concilier, on va dire les deux. C'est top. Top. Et du coup, comment ça se passe au quotidien? Quelles sont tes tâches? Quelles sont tes tâches? C'est quoi une journée type, par exemple, une journée, on va dire, où tu es en entraînement? Comment c'est organisé? Parce que je pense que c'est vraiment intéressant et je pense on n'a pas beaucoup de profils. Alors oui, on a des personnes, notamment sur le futsal, comme tu l'as si bien dit, qui s'est largement professionnalisé en France, mais je pense aussi dans le monde en soi. Mais je pense qu'on a encore quelques profils qui, soit par intérêt, soit par souhait, continuent à avoir une activité professionnelle.
mais je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui ont des postes en interne, parce que toi, tu es joueur professionnel pour l'USJ. UJS. L'UJS, j'avais essayé de réviser, je me suis quand même trompé. L'UJS Toulouse et salarié de l'UJS Toulouse. Donc du coup, c'est quoi une journée type pour toi, le jour où tu es entraînement de 7h du matin à 21h, comment ça se passe? Bah, elles sont assez différentes. On peut pas avoir une journée. Il y a pas de journée type en fait, parce D'accord? que il y a des journées où on a un entraînement 2 fois par jour, D'accord? donc le matin et le soir. Ok? Euh, Enfin voilà, je suis généralement libéré pour les entraînements, etc. Sur les missions, on va dire, sur les missions RH pures, ça va être plus de l'administratif RH. D'accord? Donc, enfin voilà, j'ai une totale liberté par rapport à mon organisation de temps de travail. Ça, c'est aussi c'est cool pour m'organiser avec le foot et le boulot. Et enfin voilà, on peut avoir entraînement et le matin et le soir. On peut avoir entraînement uniquement le soir. On peut D'accord? avoir entraînement uniquement le midi parfois. Ok? Ça dépend vraiment du planning de la semaine que le coach veut mettre en place. Ça dépend aussi des déplacements qu'on a le week-end. Effectivement. On peut partir du vendredi pour jouer le samedi. On Oui. peut rentrer le dimanche parce qu'on a joué le samedi. Donc ça dépend vraiment de... Il y a pas forcément une journée type, mais c'est plus des semaines type si on joue à domicile ou si on joue à À l'extérieur. l'extérieur. Exactement. Donc voilà, c'est plus par rapport à ça. Mais après, sinon, généralement, ça va être entraînement le matin. On va essayer de se poser 1 heure ou 2 sur le PC. On va aller manger, on va faire une petite sieste. On va se reposer un peu le PC en début, on va se poser un peu sur le PC en début d'après-midi. Yes. Et puis après, généralement, en fin de journée, début de soirée, on a entraînement encore. Et puis voilà, on mange et on va au lit. C'est top. Voilà, C'est c'est top. généralement des petites journées type qu'on essaie d'avoir avec le taf et le foot. C'est top. Donc après, c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, on se rend compte qu'au final, ton club t'a quand même beaucoup, quand même beaucoup facilité et permet aujourd'hui, comme tu l'as dit, de respecter ton projet professionnel parce que tu aurais très bien pu faire tes études uniquement en initiale, faire, on va dire, ta carrière jusqu'à voilà, tes 35, 36, 37, Plus, 38, ouais, j'espère. 40, tranquillement. Et puis après, faire, on va dire, une reconversion professionnelle. Mais toi, tu as vraiment voulu garder un pied à l'étrier et le fait que tu aies ce club qui te facilite, bah, t'a permis ça. Mais concrètement, en termes de tâches, aujourd'hui, quelles sont tes tâches, quelles sont tes missions au sein du club en tant que salarié et non pas en tant que footballeur? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Bah, c'est vraiment de l'administratif pur. Ouais, Des demandes de l'administratif pur, que ce soit sur le contractuel, d'accord. même parfois sur le financier, mais c'est assez complexe. On est parfois aidé par des cabinets. Super. Sur la gestion des contrats, sur la gestion des formations, des collaborateurs. C'est une petite structure, donc il n'y a pas énormément d'administratifs RH. C'est pour D'accord. ça que je suis pas à temps complet, mais je suis à temps partiel là-bas. Ok. Mais voilà, pour revenir sur cette organisation-là, moi j'ai de la chance de travailler avec mon club, mais on peut tout à fait travailler avec une autre entreprise et d'avoir une organisation tripartite, je dirais, Bien sûr. entre le collaborateur, l'entreprise et le club. Bien Il y a sûr. pas, il y a pas de, il y a pas de souci. Et moi, je voulais revenir aussi sur une expérience que j'ai eue chez Decathlon. Oui, mais exactement, tu m'as enlevé. Exactement, ben voilà, franchement, ça a été une bonne expérience parce que voilà, j'ai pu aussi travailler sur l'accompagnement des collaborateurs sportifs de haut niveau. C'était à l'époque des JO, les 2024. JOP 2024 à Paris. Excellent. Donc voilà, j'ai eu la chance d'avoir pas mal d'informations sur l'accompagnement des collaborateurs où il y a plein de dispositifs, des dispositifs bien spécifiques qu'on peut mettre en place pour les sportifs de haut niveau pour qu'ils puissent être et performants dans leur sport et performants au boulot. Et que, enfin voilà, le fait d'être sportif de haut niveau, bah, c'est pas forcément un frein pour leur carrière, on va dire, leur carrière professionnelle et vice-versa. Le fait de travailler en entreprise, quel que soit le poste, ne peut pas forcément être un frein pour leur carrière sportive. Donc Carrément. il y a plein de collaborateurs qui ont bossé chez Decathlon
enfin qui bossent en tout cas, qui bossent chez Decathlon et qui ont performé lors de ces JO 2024 et les Jeux paralympiques aussi Ouais, 2024. Donc, c'est vraiment très bien. Non, non, t'as raison de le préciser et je pense que c'est pour ça que je disais que ton profil, il va vraiment intéresser pas mal de personnes, en tout cas dans mon réseau, parce que il remplit, on va dire, une case qui est pas souvent abordée, parce que souvent on aborde, on va dire, l'après-foot avec une reconversion foot, souvent. C'est-à-dire, bah, j'ai fait ma carrière de 20 à, on va dire 40 ans, partant du principe que tu as l'hygiène de vie de CR7, j'espère, Inch'Allah. Inch'Allah. Et après 40 ans, on se dit, voilà, donc on va plutôt passer du côté entraîneur, prépa, agent, recruteur, etc. Mais on ne parle pas aussi des profils qui, pendant leur carrière, ont déjà mis le pied à l'étrier, donc comme toi. Et donc toi, effectivement, je pense que l'accompagnement, notamment des sportifs de haut niveau, peut être un vrai sujet et c'est vrai que c'est important que que tu puisses le préciser. Et d'ailleurs, effectivement, par rapport à ton expérience, pour clôturer sur ton parcours, euh, quelles étaient tes autres missions, notamment au siège de Decathlon? Donc j'ai appris aujourd'hui que les sièges étaient en France et que Decathlon était 100% français. Peut-être que c'était évident pour tout le monde, pas pour moi. Ouais, Euh, bah, en tout cas pour les nordistes, c'est ça l'est, évident. Ouais. exactement. Et donc c'était quoi tes autres missions pendant c'était ta licence, c'est ça? C'était un master. Un master, Un première année. master. Ouais, et en Ok, deuxième année. Ouais. ok, Bah, du coup, moi, mes missions, j'étais au service diversité et inclusion. J'étais d'accord, au service diversité et inclusion, donc avec la responsable diversité et inclusion France, ok, à qui je fais un petit coucou d'ailleurs, à Mélanie. Enfin voilà, en tout cas, moi, mes missions, c'était de collaborer avec de connecter tous les sites de Decathlon France avec une association locale, d'accord, inclusive, ok, qui avait pour but de recruter inclusivement. génial, Donc ça, c'était une de mes missions principales. ok, Donc je faisais le lien, que ce soit via des communications, via des événements, etc., sur tous les sites de Decathlon France, d'accord, pour qu'ils puissent recruter des personnes en situation de handicap, des personnes éloignées de l'emploi, issues des quartiers prioritaires, top, enfin voilà, toute forme de diversité. Et il y avait une partie diversité, inclusion, sportive de haut niveau, D- où on avait constaté que les sportifs de haut niveau chez Decathlon étaient un sujet, on va dire, un sujet majeur mhm, à l'époque, ok, et qu'il fallait déjà dans un premier temps que les collaborateurs sportifs de niveau de chez Decathlon soient performants et chez Decat et dans leur sport. bien sûr, On l'a dit à l'époque des JO. Et pour ensuite, derrière, pour pouvoir recruter des sportifs de haut niveau, parce que on l'a évoqué en off tout à l'heure, mais les sportifs de haut niveau ont éventuellement des compétences à amener dans leur sport au boulot et vice-versa. Donc exactement. c'est pour ça que c'était l'objectif en tout cas de Decathlon de connecter les sportifs de niveau chez Decathlon. Sachant qu'il y avait une pénurie en tout cas une pénurie sur certains postes. Hmm. Il y avait pas mal de postes à pourvoir chez Decathlon et il fallait aussi les combler. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'en plus, c'est vrai que moi, c'est un sujet sur lequel j'avais commencé aussi à travailler parce que je fais toujours partie d'un réseau de recruteurs en France qui a monté aussi une fondation qui s'appelle la Fondation Mercato, qui accompagne les sportifs de haut niveau. Et c'est vrai que souvent, je l'ai toujours dit, moi qui ai baigné, on va dire, dans le foot pas professionnel, mais bon, j'ai entraîné, etc. Et je le disais souvent lorsque j'avais des profils qui venaient du sport de haut niveau, souvent, elles n'arrivaient pas à se mettre en avant parce qu'elles estimaient que la carrière qu'elles avaient eue, peu importe le sport, donc moi c'était souvent orienté foot, mais voilà, elles ont passé de 20 ans à 35 ans dans le football, et elles arrivent à 35 ans, elles veulent voilà, se reconvertir dans un poste, par exemple, en dehors du football, et souvent elles se disent que elles n'ont pas spécialement de compétences et que pendant 15 ans, elles ont fait des choses qui sont totalement hors catégorie du monde de l'emploi basique. Et en fait, c'est totalement faux. Parce qu'en soi, le sportif de haut niveau, il a déjà un savoir-être et des compétences qui sont très recherchées sur le marché. Parce qu'aujourd'hui, avant de parler de tel ou tel type d'expérience, les entreprises recherchent souvent ce qu'ils appellent les soft skills. Il faut le dire Mhm. comme ça maintenant. C'est ça. Sinon, les soft skills. Et en fait, en règle générale, déjà, le sportif de haut niveau, il a beaucoup de disciplines. Alors, je fais une généralité, mais c'est quand même vrai. Il a une discipline, Mhm. une discipline autonome, il est capable de se prendre en charge seul, que ce soit sur la préparation physique, etc. Il est souvent très en phase avec les règles. J'ai rendez-vous à telle heure. Quand je ne suis pas à l'heure, je suis sanctionné. Respect de la vie de groupe, respect des consignes, respect d'un plan de jeu, respect d'un projet de jeu, respect des valeurs d'un club. Enfin, je veux dire, il y a quand même beaucoup de choses qui sont orientées sur la partie rigueur.
Et ça, c'est une mine d'or. C'est une mine d'or aujourd'hui pour les entreprises. Et c'est souvent, je trouve, peut-être pas sous-coté, mais pas assez mis en avant, je trouve. Bah, moi, je rebondis sur ce que tu dis. Il y a aussi d'autres compétences aussi qui sont, pour moi, en tout cas, je l'ai vécu au travail, mais pour moi, des compétences qui nous semblent évidentes, mais qui sont hyper importantes en entreprise, comme le travail en équipe, par exemple. Exactement, Le travail travail en collaboratif. équipe, le goût aussi de se challenger, Totalement. à chaque fois renouveler son challenge, se remettre en question aussi. Ça, Ouais. c'est hyper important. Ouais. Et enfin voilà, le fait aussi d'apprendre, de vouloir apprendre, ne pas être fermé à telle ou telle décision, mais vraiment apprendre des uns des autres, ça c'est aussi hyper important. Et ça, Totalement. c'est aussi des compétences que j'ai pu que j'ai pu transvaser au boulot, Ouais. que j'avais au foot, exactement. Totalement, totalement. Et la dernière aussi, je pense que c'est quelque chose, j'avais aussi notamment, bah, c'était il y a pas mal de temps maintenant, c'était en 2021, il me semble, accompagné pareil un sportif de haut niveau, mais c'était dans le milieu de l'intérim, pour un CDI intérimaire, enfin bref. Et c'est pareil, il a mis tout de suite en avant sa capacité d'adaptation. Aujourd'hui, tu l'as si bien dit, tu es originaire de Roubaix, Mhm. tu es venu aujourd'hui à Toulouse, tu joues aussi pour l'équipe nationale, donc on va aussi en revenir. Donc aujourd'hui, en termes demain, en fin de carrière, tu auras une capacité d'adaptation que tu pourras mettre en avant. Tu étais dans le monde de l'entreprise, le monde du foot, à Roubaix, à Toulouse, au Maroc. Donc forcément, tu auras une capacité d'adaptation aussi bien à l'environnement, à une ville, à une nouvelle entreprise. Pareil pour les coachs. On avait travaillé sur son profil. Il nous disait, mais c'est pareil, nous, on doit toujours nous adapter. Au sein d'un même club, on commence de août à octobre avec une politique, des valeurs, un projet de jeu, un style de management, un style d'organisation. Un entraîneur se fait virer. En une semaine, on doit tout changer. Un nouveau Exactement. coach arrive, il a des nouvelles idées, il change les heures d'entraînement, il change le programmation d'entraînement, la communication n'est pas pareille. Et ça, c'est des capacités d'adaptation qui sont exceptionnelles. Exactement. Après, c'est des choses on n'a pas forcément le choix C'est clair? d'accepter sur le tas, mais, euh, mais ouais, forcément, c'est une capacité d'adaptation à avoir, c'est une compétence aussi à avoir en tant que sportif de haut niveau et en tout cas sur mon sport. Et moi, j'ajouterais sur les villes que tu viens de citer en parlant de Roubaix et de Toulouse, tous les week-ends, enfin en tout cas un week-end sur deux, on joue à Ah l'extérieur. oui. Donc on joue dans des villes différentes, que ce soit à Nice, à Paris, à Nantes, enfin voilà, en Alsace, etc. On joue dans des gymnases complètement différents, donc plus ou moins grands, avec plus ou moins de monde, C'est clair. plus ou moins hostile aussi. Donc ça aussi, c'est une capacité d'adaptation, je pense aussi à avoir. C'est clair, c'est clair. En parlant d'adaptation, la transition est toute faite. On a évoqué les différents points communs qu'on avait, donc notamment le Maroc et Knetra. Donc toi, pour rappeler, on est d'accord que tu es franco-marocain. Exactement, Donc tu es né en France. exactement. Et tu as, bah, après, comme tous les MRE, bah, fait tes vacances souvent ici en vacances à Knetra. Mais la première question pour introduire ce sujet du Maroc, ça va être ta première sélection, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Effectivement, tu étais un des premiers, si ce n'est le premier, donc tu m'arrêtes si je dis une bêtise, franco-marocain qui a intégré la sélection marocaine. Et donc justement, ça c'est un sujet qui m'intéresse vraiment. Comment a été l'adaptation, qui en fait n'est pas une adaptation parce que tu es marocain, mais en tant que, on va dire, Ouais. franco-marocain en sélection. Comment ça s'est passé? Comment tu l'as vécu? Bah, moi déjà pour commencer, même si je suis né en France et je vivais en France, mes deux parents sont nés au Maroc, sont venus pour mon père assez jeune en France et ma mère un D'accord. peu plus tard. Ok. Mon père, voilà, comme tu l'as dit, est de Kenitra, ma mère est de Marrakech. Mhm. Mais voilà, moi, toutes mes vacances, juillet, août, c'était et Kenitra et Marrakech. D'accord. Donc, de mes 3 ans à mes 20 ans. Donc, voilà, j'ai un amour pour le Maroc, pour Kenitra et pour Marrakech. J'ai un amour assez particulier pour ce pays. On est deux. Exactement, c'est pour ça que tu disais, à chaque fois je voyais tes posts sur Kenitra et je likais, je me disais, mais il y a, il y a, il y Il a, sort douce, mais il qu'est-ce y a qu'il une, a? il y a une autre personne qui kiffe Kenitra comme moi. Donc voilà, j'étais assez content de voir une personne sur LinkedIn comme toi, enfin comme moi en tout cas. Et enfin voilà, le fait aussi, cet attachement aussi à mon pays d'origine, c'est depuis le début en fait, depuis que je suis tout jeune. Et moi depuis le début, je sais pas, enfin voilà, j'ai un amour pour le Maroc, pour l'équipe nationale, pour la culture pour tout ce qui englobe le Maroc en général, depuis tout petit.
malgré que, enfin voilà, j'ai aussi un certain attachement pour la France, il y a pas de souci par rapport à ça. Mais enfin voilà, j'avais un attrait, en tout cas, j'avais ce truc de je kiffe le Maroc à chaque fois. Et enfin voilà, depuis tout petit, moi je voulais jouer pour l'équipe nationale, sauf qu'à l'époque, l'équipe nationale, voilà, était assez bien classée au classement mondial. Enfin, D'accord. voilà, ça a toujours été une très grande nation du futsal. C'est clair. Et la France, on avait énormément de retard. Ok. Énormément de retard. On était, je crois, dans les 50e mondiales. Enfin, voilà. On parle de quelle année à peu près pour... Ouais, il y a 10 ans. Ouais, ok, Ouais, il y a d'accord. 10 ans. Ok, 10 ans. Et c'était vraiment. Enfin, voilà, j'étais assez jeune. J'avais 14 15 ans. ok. Et mon frère, à l'époque, jouait en équipe nationale jeune en En France. France. Et moi, mon objectif, c'était, si j'étais en équipe jeune de France, j'étais assez content. Enfin, voilà, j'avais des objectifs, on va dire, assez limités. Sauf que voilà, le futsal français s'est professionnalisé, notre niveau s'est professionnalisé, mon niveau, pour le coup aussi, s'est professionnalisé. Et à partir du moment où je me suis dit que l'équipe nationale du Maroc était possible, moi j'ai tout mis en œuvre pour pouvoir intégrer déjà l'équipe jeune du Maroc, parce qu'à l'époque, moi je jouais en équipe de France jeune, j'ai fait D'accord. les moins de 19 ans, j'ai fait les moins de 21 ans. Ok. Et à partir des moins de 23 ans, moi, j'ai décidé de jouer pour l'équipe nationale du Maroc. C'était Un vrai choix. un vrai souhait de ma part, Mhm. où j'avais contacté la fédération marocaine D'accord. pour pouvoir faire des stages avec l'équipe nationale moins de 23 ans. Donc, c'était un vrai choix de ma part. Mhm. Et enfin, voilà, à partir de ce moment-là, je me suis dit que c'était possible. Et voilà, après avoir discuté avec le coach de l'équipe nationale A, enfin voilà, on a longuement échangé sur ce qu'il attendait de moi pour que je puisse ah, Excuse-moi. pour pouvoir voilà, on a longuement échangé pour pouvoir savoir comment je pouvais arriver en équipe nationale A. D'accord. Donc voilà, j'ai travaillé de mon côté, j'ai signé à Toulouse entre deux, et Ok. ça a fait partie aussi de mon apprentissage, d'avoir un club un peu plus structuré, un peu plus professionnel pour pouvoir monter en compétences. Et enfin voilà, depuis décembre, depuis un an pile, depuis décembre 2024, moi j'ai eu la chance d'être sélectionné en équipe nationale A ouais, depuis décembre 2024. Et voilà, ça a été une énorme joie, une énorme fierté aussi pour moi, pour mes parents, pour mes amis aussi. Parce que voilà, comme tu l'as dit, le premier francophone aussi à jouer en équipe nationale du Maroc, au début, c'était un peu compliqué. Parce que D'accord. voilà, Qu'est-ce même, qui est compliqué? Ça m'intéresse, ça. bah, même si je parle un peu la langue, Eh ouais. forcément, je suis le seul français, donc on me regardait comme le français. Mhm. Donc ça, je vais dire ça, c'est un peu normal, mais bon, c'est, euh, c'est comme ça. Et puis après, voilà, le fait aussi de pas avoir forcément la même culture. Même si je suis franco-marocain, le fait aussi de vivre aussi avec des Marocains au début, l'adaptation. Moi, j'étais vraiment dans l'analyse au début. C'était pas compliqué, Ouais, mais c'était différent. ouais, C'était carrément. différent, mais et le fait aussi, voilà, moi j'ai analysé beaucoup les joueurs, le staff, le coach, etc. La fédération, on va dire la fédération française avec qui je jouais à l'époque n'était pas forcément la même, en tout cas la même organisation que la fédération marocaine. Mhm. Il n'y a pas de meilleur ou de moins bien, etc. C'est vraiment Différent. deux organisations complètement différentes. Il fallait un temps d'adaptation pour analyser, pour regarder comment s'organise l'entraîneur, comment s'organisent les joueurs, comment s'organisent les séances d'entraînement, Ouais. etc., etc. Donc voilà, il y a plein de choses différentes, mais voilà, qui sont tout aussi bien. Après, voilà, il y a des aspects positifs, je pense qu'on retrouve au Maroc plus qu'en France, je C'est pense. clair, c'est clair. Ah non, mais c'est sûr. Donc voilà. Mais c'est intéressant parce que le parallèle aussi, il se fait. Parce que moi, dans mon activité, effectivement, je suis en fait en contact avec des Français avec tout type d'origine, mais surtout des Franco-Marocains, donc ce qu'on appelle les MRE. Et du coup, les questions qui me sont souvent posées, c'est comment se passe l'adaptation. Et moi, je suis un bon exemple parce que souvent on me dit, on en a parlé tout à l'heure, mais comment tu fais dans les magasins, comment tu fais à l'école, comment tu fais là, là-bas. Et donc les deux profils sont totalement différents, donc le français et le MRE, parce que le MRE, il est marocain. Et donc, la partie langue est très importante parce qu'on en parlait. Il faut quand même le dire, c'est important que nous, Français, on a, je sais pas d'où ça vient, il faudrait, je sais pas, peut-être étudier l'histoire Ouais, de notre langue, mais on est très assidu sur la langue. C'est-à-dire qu'on est assidu sur l'orthographe, on est assidu sur la syntaxe, on est assidu sur la sémantique, on est assidu sur une faute de grammaire, quelque chose, ça va tout de suite nous titiller l'oreille. Voilà, si je te dis passe-moi une verre,
ça va être difficile Mhm. pour notre expression de visage de pas sursauter, etc. Et donc, pour le français, effectivement, on a peut-être pas ce blocage, mais je pense cette réflexion de se dire on va pas me comprendre, on va se moquer de moi, etc. Mais en fait, au Maroc, tu m'arrêtes si c'est une bêtise, moi en tout cas, je l'ai jamais ressenti. Ouais, c'est ça. Moi, je sais que mon arabe est pas parfait. Je Ouais. sais que je fais des fautes de syntaxe. Je sais Hum, que que j'ai forcément un accent. Mais voilà, ça n'empêche pas à me faire comprendre quotidien. voilà, au quotidien avec tous les Marocains. Ça m'empêche pas d'aller au marché, d'acheter mes fruits et légumes. Enfin, voilà, ça m'empêche pas de vivre ici au C'est Maroc. clair. Et enfin voilà, comme tu l'as dit, en France, on a un petit blocage par Ouais. rapport à la langue. Après, la langue française est aussi assez complexe. Ah, c'est la plus Je complexe. pense que voilà, c'est l'une des plus complexes du monde, je Hum, pense. hum. Donc, le fait aussi, et je pense qu'il y a aussi un blocage sur le fait de se tromper. C'est clair. Ça, c'est aussi un facteur important, le fait de se tromper sur des petits mots, etc., comme tu l'as dit. Donc, le fait de ne pas avoir peur de se tromper, d'essayer, et puis voilà, de se tromper, d'avoir le droit à l'erreur C'est ça. sur certains mots, Rien de grave. c'est pas grave, et au fur et à mesure, on apprendra la langue. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui essayent d'apprendre l'anglais, par exemple, via les séries. Donc, ça aussi, ça peut être forcément une possibilité, C'est clair. parce qu'on sait que l'anglais, on va dire l'anglais scolaire, c'est discutable, on va dire, pour, Plus que discutable. voilà. Mais voilà, en tout cas, voilà, il y a plein de méthodes d'apprendre les langues, que ce soit d'aller dans un pays pendant X mois, C'est clair. de regarder des séries. Moi, j'ai eu la chance d'apprendre l'arabe via mes parents, parce Ok. que voilà, mes parents me parlent et français et arabe à la maison. Mhm. Donc voilà, je l'ai appris sur le tas. Donc voilà, il y a plein de méthodes pour apprendre les langues. Et faut pas avoir peur de se tromper C'est sur clair. certains petits mots. C'est clair. Non, mais c'est important de le préciser parce que j'essaye à chaque fois de rassurer bah, les personnes qui m'abordent, notamment qui sont actuellement basées en France, Belgique ou Suisse et qui réfléchissent à avoir un emploi ici au Maroc. Et j'ai toujours le même discours en disant sincèrement, on est plus proche de la culture, on va dire anglophone, où moi, par exemple, au quotidien, je fais des phrases, voilà, je le dis souvent avec des fautes de syntaxe, je me trompe, je dis, quand je réfléchis, j'ai dit une dinguerie en vrai, mais personne me fait la remarque, tant qu'on me comprend, on me comprend, on est plus à se dire, attends, le mec il est en train de faire l'effort Mhm. de parler la langue locale, en vrai, je m'en fiche. Tant que j'ai compris, j'ai compris. Et j'étais très très surpris, moi, dès mon arrivée, sur le temps que peut prendre même sur les administrations. Au marché, les gens peuvent prendre 5 minutes à essayer de vous comprendre sans perdre patience. Mhm. À partir du moment où vous parlez d'Arija, et puis aussi il y a des villes où bah, il y en a beaucoup qui parlent le français. Je pense notamment à Casa, je pense à Marrakech, à Rabat, où voilà, on n'aura aucun mal à trouver des personnes qui parlent le français, mais je pense que c'est important que les personnes soient rassurées et de se dire que voilà, on n'a pas, il y a ici pas cette difficulté, en tout cas ce frein au niveau de la langue. Vous trouverez rarement des personnes qui vont se moquer ou vous faire remarquer que vous avez dit, je sais pas moi, Matécha ou Matécha ou pas Matécha. Bref, Mhm. ça va pas arriver. Euh, pour terminer sur la boucle, quel regard tu poses, toi, justement, aussi bien sur la ville, on va parler d'abord de Knetra, mais sur l'évolution de la ville, mais aussi l'évolution, on va dire, des infrastructures. Comme tu l'as dit, bah, toi, tu es arrivé sur les équipes jeunes du Maroc, donc je pense que tu as dû voir aussi, entre tous tes allers-retours de vacances depuis que tu es très jeune à Knetra, c'est quoi ton regard, toi, en tant que franco-marocain, sur le développement de l'emploi, des infrastructures, comment tu compares aussi, par exemple, bah, les infrastructures que tu peux voir en France, notamment au niveau du futsal, et ce que tu peux voir au niveau du Maroc? Quel regard tu poses par rapport à ça, toi? Déjà, sur la ville de Ouais. Kenitra, il y a une énorme évolution Mm. depuis, on va dire, 10 15 ans, Ouais. et que ce soit au niveau des habitations, au niveau des routes, au niveau des restaurants, des cafés, etc. Voilà, c'est une ville où on sent qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent s'installer à Kenitra, Mm. de par sa localisation, qui est stratégique, qui est près de la Totalement. capitale. Mm. C'est l'une des villes aussi où le TGV, l'une des seules villes où il y a le TGV au Maroc. Mm. Donc, en termes de transport, c'est assez bien desservi. C'est clair. On peut aller à Tanger en 50 minutes. On a Rabat dans une vingtaine de minutes, si je dis pas de C'est bêtises. ça. Enfin, voilà, on est près de l'aéroport. Enfin, voilà, c'est vraiment une ville qui est stratégiquement intéressante pour y habiter aussi.
Fait voilà, enfin, il y a plein de nouveaux restos, plein de nouveaux cafés. C'est une ville qui vit de plus en plus chaque année. Et pour revenir sur, je parlais des infrastructures marocaines et françaises, on a en France un lieu qui s'appelle Clairefontaine, que les amateurs de foot doivent connaître, où les sélections de jeunes et de futsal, euh, enfin voilà, ils jouent là-bas. Et ce qui est dommage en France, c'est que l'accès à Clairefontaine, qui est un bel espace, qui est un beau centre, ce qui est dommage, c'est qu'en France, le futsal n'a pas un accès total à ce centre. D'accord. Voilà, il y a des belles infrastructures, des beaux terrains, des belles machines là-bas, mais ce qui est dommage, voilà, c'est que l'accès n'est pas à 100% pour le futsal, D'accord. et c'est un accès assez limité. Ok. Au Maroc, depuis 10 ans, depuis que le président de la Fédé a pris, depuis que Fawzi Lekjar a pris les rênes de la fédération marocaine, donc depuis une dizaine d'années, on a vu un changement assez net avec justement le complexe Mohamed VI qui est l'un des plus beaux complexes du monde. En termes d'infrastructures, en termes de terrain, de gymnase, de salles, etc. De soins aussi, sur l'aspect médical, c'est un très beau complexe. Et ce qui est bien, c'est que toutes les sélections nationales ici au Maroc sont logées à la même enseigne. Une sélection de U17, comme le futsal ou les féminines, elles sont toutes logées à la même enseigne. Ça veut dire, bon, là, tu as les A qui ont leur résidence. Évidemment. Mais en tout cas, les bâtiments annexes, enfin voilà, c'est pour les féminines, c'est pour le futsal, c'est pour les jeunes, etc. Et on est parfois amené à manger, par exemple, avec des joueurs de la sélection A locale. On est amené parfois à regarder des matchs. Moi, j'ai des souvenirs de regarder des matchs de l'équipe nationale A à la télé en compagnie de la sélection féminine. Enfin, il n'y a pas vraiment de séparation, on va dire, C'est top, ça. de sélection. Et surtout que l'équipe nationale A aussi, et en futsal, au Maroc, c'est une sélection qui est très très médiatisée. Ah, mais c'est clair. Voilà, on a des personnes aussi en commun qui sont en sélection. On Voilà. va forcer à venir à un moment donné. Exactement. Qui sont des stars. Ouais. Qui sont des stars au Maroc. Ouais, On parle c'est clair. de Bilal Bakali, par exemple, C'est qui est clair. une superstar au Maroc. Sofiane El Mesrar, qui est une superstar au Maroc. Aussi Arnetra. Et Arnetra, surtout Arnetra même. Donc voilà, les joueurs de l'équipe nationale du Maroc sont des stars. On parle du coach Hichem Dgui, qui est vraiment une star au Maroc, qui est vraiment connu. Ce qui n'est pas forcément le cas en France. C'est clair. Sachant qu'ils ont fait en plus demi-finale de Coupe du Monde sur la dernière Coupe du Monde en France. Enfin voilà, on a des joueurs comme Abdessamad Mohamed, par exemple, qui est l'une des légendes du futsal français, qui est, je pense, qui n'est pas autant une star, même si qui est très médiatisé en France, mais qui n'est pas autant médiatisé qu'un Sofiane El Mesrar ou qu'un Bilal Bakali au Maroc. Ouais, c'est clair. Donc malgré que ce soit un énorme joueur, ouais, il est moins connu, on va dire, du public éloigné du futsal. Exactement. Ce qui n'est pas le cas ici. Exactement. Donc voilà, c'est dommage parce que voilà, on prend l'exemple d'Abdessamad Mohamed, mais qui est un énorme joueur, qui est une légende du futsal français. Et je pense, en tout cas, c'est mon avis, qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur dans le pays. Donc, après, je pense que c'est aussi, là, si on aborde ce côté-là, est-ce que c'est pas aussi que le futsal, même s'il s'est développé, il s'est professionnalisé et il s'est, on va dire, démocratisé, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Ouais, c'est démocratisé, ouais. Mais il a encore un train de retard et je pense qu'ici, il est aussi encore vecteur d'ascension sociale. Je pense au Maroc, à un moment donné, en fait, c'est un peu sur le modèle africain. Aujourd'hui, le foot, c'est vraiment déjà le sport populaire de base, futsal ou foot à 11. Mais en Afrique, toute l'Afrique réunie, je pense qu'il a encore un cran au-dessus en se disant, OK, c'est aussi une possibilité de pouvoir atteindre soit le haut niveau en Afrique, mais aussi potentiellement l'Europe. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça où c'est un peu plus reconnu. Et je le vois, moi, ne serait-ce que par l'attractivité qu'a le futsal ici. Moi, sincèrement, en France, le futsal, à partir de 2023, c'est là où j'ai commencé à m'y intéresser, à regarder des matchs, etc. Mais avant ça, sincèrement, en France, j'avais des amis qui jouaient en Ligue 1, mais en réalité, comment dire, on pouvait jouer au Five le lendemain. On les considérait pas comme des grands joueurs professionnels, alors qu'au final, ça l'était, quoi. En France, on parle de culture futsal. Culture futsal, et on compare souvent la culture futsal française à celle des Hispaniques, celle de l'Espagne, du Portugal, qui ont une culture futsal assez importante. Depuis l'âge de 6 ans, en Espagne, en Portugal, au Brésil,
on est formé au futsal. Mhm. En France, il n'y a pas de structure futsal. Enfin, en tout cas, depuis quelques années, il y en a, mais depuis tout petit, on grandit pas avec cette culture Ça du n'existait pas, je pense. Exactement, voilà. Si j'ai 8 ans, je suis en 2000, en 2015, j'ai 8 ans, je peux pas m'inscrire au futsal. Je fais du foot. Je fais du foot. Je fais du foot en herbe. Ouais, Donc d'accord. voilà, si on fait du foot, c'est du foot en herbe. Ok. Aujourd'hui, maintenant, ça se développe un peu, Évidemment. de plus en plus, mais le fait aussi de ne pas grandir avec cette culture futsal-là, je pense que ça a pris un retard. On peut le voir aussi auprès de... Voilà, après, il y a l'aspect technique et aussi l'aspect visuel qu'on peut voir aussi à la télé, où les joueurs futsal ont vraiment des réflexes de foot à 11 sur les contrôles, sur les courses, etc. etc. Il y a aussi au Maroc aussi le fait de développer toutes les formes de foot. On parlait de Fawzi Lekjar il y a 10 ans quand il est arrivé à la fédération marocaine, qui voulait développer pas uniquement le football, mais qui voulait développer toutes les formes les formes de foot, que ce soit le foot féminin, les catégories jeunes, le futsal, le e-sport, toutes ces catégories de foot, toutes les formes de foot, le beach soccer aussi, toutes les formes de foot ont été développées au Maroc. Ce qui est, en tout cas, ils ont une importance. Oui, c'est l'importance qu'on a attribuée voilà, les moyens. Exactement, etc. l'importance qu'on a eue pour ces sélections-là. En France, à la FFF, c'était différent. On sait qu'il y a le foot et il y a les autres. Et quand on est en sélection, en tout cas moi, pour ma part, quand j'étais en sélection de jeunes en futsal, on le ressentait. D'accord. Qu'il y avait le foot, les A, les espoirs à la rigueur et les autres. Ouais. Et ça, on le ressentait vraiment, le fait de dissocier, de dissocier ces formes de foot. C'était problématique au fur et à mesure. Après, on sait que le foot à 11 génère aussi Oui, c'est normal. des revenus assez importants. Ouais, mais c'est clair. Donc, c'est forcément compréhensible. Mais il y avait aussi au Maroc cette volonté de développer toutes les formes de foot. On peut le voir maintenant quand on voit les résultats des U17 qui gagnent la CAN, des U20 qui gagnent la Coupe du Monde des moins de 20 ans, de l'équipe féminine qui gagne la CAN, qui se qualifie à la Coupe du Monde pour une première qualification historique en huitième de finale de la Coupe du Monde. T'as le e-sport aussi qui a fait des performances incroyables. Ouais, c'est même le e-sport. Il y a même le e-sport qui s'est qualifié à la Coupe du Monde, qui ont fait des performances incroyables. On voit le futsal qui gagne, je crois qu'ils sont triple vainqueurs de la Coupe d'Afrique et triple tenant du titre de la Coupe arabe, qui sont 6e mondial. Donc, on voit l'équipe nationale A qui fait... Est-ce qu'ils vont aller au bout de la CAN? On ne sait pas. On y est pour l'instant. On y est, ouais, mais en tout cas, ils ont fait une demi-finale de Coupe du Monde, ça, faut pas l'oublier. C'est historique. Exactement. Aucune équipe africaine l'a fait. Voilà, exactement. Il y a une Coupe arabe sur les locaux l'équipe nationale A' qui vient de gagner la Coupe arabe. Donc, c'est des performances incroyables. Et en fait, pour moi, c'est pas anodin le fait de développer toutes ces formes de foot. Vrai. C'est pas anodin parce que le travail, forcément, il paye. C'est clair. Et c'est un travail de longue haleine. Exactement. Qui était invisible au départ, je pense. Exactement. Et c'est un travail sur 5-10 ans. Et là, on récolte le fruit de notre travail. Non, mais c'est clair. Non, mais c'est totalement ça. Et puis, pour terminer, on va dire, cette parenthèse football, il y a quelque chose aussi, comme je te l'ai dit, à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser au futsal, à regarder, parce que je trouve ça très agréable à regarder, peut-être même plus agréable que du foot à 11, parce qu'il y a beaucoup plus d'intensité, ça va beaucoup plus vite. Voilà, donc en tout cas, c'est très agréable à regarder. À jouer, pour moi, c'est compliqué avec mes genoux en mousse, mais à regarder, c'est très bien. Et tu vois, j'ai été hyper surpris. Alors, j'ai pas le nombre, parce que voilà, mais j'ai regardé les 2 dernières années de transfert en Ligue 1 en France. J'ai dit, attends, il y a des agents qui sont spécialisés, là, c'est pas possible. Je sais pas, un transfert sur 3, un transfert sur 4, c'était un Marocain. Il y a certaines équipes, moi je suis originaire de Lyon, je prends Gaulle FC, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a peut-être 7-8 Marocains dans le groupe. Facile. En fait, il faut savoir que maintenant, dans chaque équipe de Ligue 1 en France, il y a au minimum 3 ou 4 Marocains. Oh, purée. Et c'est au minimum. Parce que il y a aussi le championnat marocain qui se développait assez bien. Il y a aussi l'équipe nationale qui met en lumière aussi les joueurs de l'équipe, qui met en lumière les joueurs marocains. Le fait de gagner contre des grandes nations, contre le premier ou le deuxième mondial, forcément on te met en lumière. Et il y a peut-être forcément, c'est un besoin d'aller en France, que ce soit en quête de performance, aussi un peu plus de professionnalisme, peut-être, je sais pas, je sais pas quel est le problème, quelle est la problématique, en tout cas ce que recherchent en tout cas ces joueurs-là.
Mais en tout cas, ouais, il y a eu un énorme mercato là, durant ces 3-4 dernières années de recrutement marocain, parce qu'on sait que en France, on recherche aussi, comme tu l'as dit, des joueurs rigoureux, Hum, des joueurs professionnels, hum, des joueurs aussi qui sont en quête d'objectifs. Et en fait, les joueurs marocains ont ces caractéristiques. À l'époque, je te parle d'il y a 10 ans, on se penchait plutôt vers des Brésiliens. Ouais, Donc il y avait pas mal de joueurs brésiliens dans le championnat de France. d'accord. Là maintenant, on se penche plus sur les Marocains parce que voilà, c'est un championnat aussi qui se développe énormément. Mais ouais, je sais pas pourquoi les Marocains veulent venir. Peut-être pour l'aspect aussi, il y a aussi l'aspect financier, je pense Bien qu'ils jouent sûr, aussi. bien sûr. Et la qualité aussi la qualité de vie, Des peut-être. infrastructures aussi, Exact, peut-être, ouais. peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, ce que recherchent les Marocains, en tout cas, je pense, c'est aussi un championnat qui se structure aussi, parce en France, il y a un championnat qui se structure de plus en plus Hum, depuis ces dernières années, mhm. avec une équipe, par exemple, comme l'Étoile Lavalloise, qui est en huitième de finale de la Ligue des Champions, qui gagne qui font des bons résultats contre des grandes équipes européennes. Donc, c'est aussi, ça met en lumière aussi le championnat de France, C'est clair. en Europe et dans le monde. Et ce qui fait que ce championnat a de plus en plus d'attractivité, ouais. Ouais, c'est clair. Mais je pense que c'est pareil pour faire le parallèle, la transition est toute trouvée. Et parce que souvent, bah, je vais pas dire on me le reproche, mais certaines personnes, des fois, comprennent pas. Dire, tu parles que du Maroc. Ah non, moi, je suis pas marocain, je suis franco-ghanéen, déjà pour commencer. Donc, des fois, c'est bien de le rappeler. Mais me dire, ouais, tu parles toujours du Maroc, etc. En fait, je dis, c'est pas que je parle toujours du Maroc, c'est que en fait, c'est l'actualité et le contexte qui fait que on est presque obligé d'en parler, en fait, et ça sera le cas, je pense, encore sur les allez, 5 10 prochaines années, parce qu'il y a encore des échéances, parce que bah là, actuellement, il y a la CAN, il y a la Coupe du Monde, il y a tellement de sujets qui touchent à l'Afrique en général, mais qui touchent au Maroc, qu'on est obligé d'en parler. Et la transition, elle est trouvée parce que aujourd'hui, moi, dans mon activité, donc comme je le disais, il y a beaucoup de personnes, donc des Français ou des MRE, je le répète, qui cherchent à venir travailler au Maroc. Et juste cette réflexion, elle est quand même... peut-être qu'aujourd'hui, c'est devenu normal, mais si on prend un petit peu de recul, je pense qu'il y a, allez, 10 ans, allez, 15 ans peut-être, quand moi, en tout cas, je rentrais dans le marché de l'emploi, trouver un Français ou un Marocain qui te dit, moi, je suis en France, j'ai mon CDI, voilà, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai un appartement, j'ai un bon salaire, mais je veux aller travailler en Afrique, parce que le Maroc est en Afrique, sincèrement, il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait même très peu. C'était un mec lunaire, ce mec-là. Mais comment tu vas quitter l'Europe Mm. pour aller en Afrique? Et on était plutôt comment dirais-je, dans une mouvance qui était que dans un seul sens. C'est-à-dire, on est en Afrique et on veut venir en Europe. Aujourd'hui, j'ai pas des chiffres officiels, donc je parle uniquement de mon impression, dans mon petit réseau. J'ai sincèrement l'impression que ça se rééquilibre. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins, je parlais du Maroc, il y a de moins en moins de Marocains qui veulent venir en Europe. Il y en a toujours, parce qu'il y a certains, tout n'est pas parfait, hein. Il y a certains postes, certaines qualifications, il y a un taux de chômage qui est très élevé sur les jeunes diplômés. Attention, hein, il y a des choses qui sont encore, qui doivent être améliorées. Mais en tout cas, il y a de moins en moins de Marocains qui veulent aller en France par rapport à des Français ou de MRE qui veulent venir travailler au Maroc. Et je pense que tout ça s'explique avec tout ce qu'on est en train de dire. Donc je ne pense pas que le foot soit qu'une partie et que c'est autre. Je pense que tout le travail qui a été fait dans le football, dans les administrations, dans la qualité de la vie, dans le transport, dans tout ce qu'on veut, je pense que tout s'explique en fait. Et c'est un grand projet qui a dû commencer, je pense, il y a peut-être, je sais pas moi, 20 ans ou 30 ans, j'en sais rien. Mm. Bah, moi, de mon ressenti à moi, c'est que depuis, enfin, à l'époque, je pense que tous les Français qui venaient en Afrique n'étaient pas forcément des Franco-Marocains, mais des Français. Et en expat souvent. Expats, voilà, exactement. Qui viennent sur 2 3 4 ans sur des missions C'est ça, et qui repartent. c'est ça, Comme ils peuvent partir en Thaïlande en mission exactement, ou en Asie, etc. et revenir. c'est ça. Ça, c'était plus ce type de profil. Euh, Aujourd'hui, la nouvelle génération, elle veut aussi avoir des expériences à l'étranger. C'est clair. Ça aussi, je pense que c'est un facteur aussi important. Moi, à l'époque de mes parents, je discute avec mes parents s'ils veulent revenir vivre au Maroc. Ils sont bien en France. Ouais, c'est pas une Ils sont bien en obligation, France, ouais, ouais. voilà. C'est l'ancienne génération. Franchement, je trouve qu'ils sont bien en France, Hmm, qui sont bien adaptés à la culture, c'est clair, qui ont mis du temps aussi à s'adapter, c'est clair. qui ont travaillé pour leurs enfants, etc. Et qui n'ont pas le même mode de fonctionnement
que nous, les Franco-Marocains, de C'est la clair. première, deuxième ou troisième génération. Totalement. Là, aujourd'hui, il y a aussi, je pense aussi, un facteur qui est important, c'est le climat en France actuel, Ouais, c'est clair. dans les médias, Mm. etc., où on parle souvent des immigrés, des fils d'immigrés, des musulmans, etc., etc., qui donnent forcément, qui poussent en tout cas les jeunes générations à travailler à l'étranger, que ce Mhm. soit au Maroc, que ce soit à Dubaï, que C'est ce clair. soit en Angleterre, Mhm. peu importe le pays, mais en tout cas, je pense que c'est un facteur qui est aussi important, qui pousse ces jeunes-là à travailler à l'étranger et d'avoir une expérience au minimum à l'étranger. Euh, Moi, je vais donner mon expérience à moi et en tout cas mon ressenti. Chaque fin d'année, en tout cas vers le mois de juin, juillet, chaque période de vacances, moi j'ai eu la chance de voyager partout. Enfin, partout. J'ai eu la chance Beaucoup de voyagé. voyager beaucoup dans beaucoup de pays. Euh, et, euh, et enfin voilà, à chaque fois quand je veux choisir le lieu de mes vacances, je regarde New York, je regarde le Brésil, je regarde en Asie, etc. Et à chaque fois, le lieu euh, où je me retrouve, c'est au Maroc. C'est exceptionnel ça. Pourquoi? Parce que on mange bien, Ouais, ouais. là, il y a une qualité de vie. En tant que musulman, on s'y retrouve. C'est clair. C'est pas trop loin de la France. 2h30. Voilà, on est à peu près à 2 heures on est à peu près à 2 heures de la France. Euh, Enfin voilà, tous ces facteurs-là, en tout cas, moi, pour moi, sont importants. Bien sûr. Et à chaque fois, je me retrouve ici au Maroc. Et je pense que pour certaines personnes qui veulent aussi travailler, ce sont des facteurs aussi importants. C'est clair. Donc le fait de se retrouver au Maroc dans un pays aussi qui se développe de plus en plus, qui a aussi, on a une gastronomie, une culture C'est clair. aussi importante, C'est clair. et ben forcément, ça attire de plus en plus la nouvelle génération où le taux de chômage aussi est important, comme tu l'as dit, depuis quelques années. On l'a senti avec la période Covid, Ouais. où il y a eu énormément d'aides pour les personnes en contrat d'apprentissage, Mhm. mais ces aides-là commencent à disparaître petit à petit. C'est clair. Donc, ce qui fait que bah, voilà, les jeunes, que ce soit en contrat d'apprentissage, en alternance ou les jeunes diplômés, ont un peu plus de mal à trouver du boulot en France. C'est clair. Et forcément, ils regardent à l'étranger, notamment au Maroc, comme tu l'as dit. Non, mais c'est clair, c'est très important. Et puis moi, j'ai toujours un discours qui est très mesuré. C'est-à-dire que je peux pas me permettre, moi, je peux pas me permettre, moi, avec mon année et demie ici d'activité, quand bien même je travaille sur de l'emploi. Donc, j'ai la chance de pouvoir travailler avec une multinationale qui est aussi installée ici au Maroc sur leur politique recrutement. Comme je peux travailler avec une toute petite entreprise marocaine, une TPE. Comme je peux travailler pour une entreprise d'un franco-marocain qui vient s'installer au Maroc. Donc, on va dire j'ai une pluralité Mm. d'exemples et de types d'entreprises. Donc l'idée, c'est pas... je suis toujours très mesuré et très équilibré dans ce que je dis. Il y a encore des choses à améliorer. Je pense que c'est très important de le dire parce que moi, j'arrive encore à comprendre les deux parties. Ça veut dire que je dis souvent, je comprends par exemple, je prends toujours le même exemple, donc ceux qui ont regardé plusieurs vidéos, ils vont se dire, mais il a un truc avec les électriciens. Non, je prends l'électricien ou je sais pas, le soudeur. Donc moi, je connais par exemple un soudeur ici au Maroc, en toute transparence, hein, de toute façon, on a le droit de dire certaines choses en termes de salaire. Il va avoir un salaire entre 4000 et, voilà, 4000 et 4500 dirhams. Ok. Ce qui est Euh, équivalent d'à peu près 400 euros. 400 à 400, 400 à 500 euros. Donc moi, je rentre jamais dans les sujets de combien faut-il pour vivre au Maroc. Je trouve que c'est des sujets qui sont pas du tout intéressants parce que combien faut-il pour vivre en France, j'en sais rien. Si tu es à Roubaix ou si tu es à Paris, si tu manges bio ou si tu manges tous les jours des restaurants, si tu as trois enfants ou si tu en as... Bref, y a pas de budget. Mais cette personne-là, allez lui dire aujourd'hui, il est soudeur, donc c'est du travail manuel qui est quand même difficile, qui est physique. Allez lui dire qu'au bout de 10 ans d'expérience, il est toujours à 4500 dirhams, donc 400 euros, 450 euros. Allez lui dire que le Maroc se développe, que c'est top. Il ne comprendra pas la personne qui quittera la France ou le soudeur en grand déplacement, et je le sais parce que c'est des métiers que j'ai connus, il pourra tourner autour de 3500 euros. Facile, grand déplacement, nuitée, etc. Allez lui dire à lui que, bah non, bah pourquoi tu veux quitter le Maroc, c'est top, ça se développe, il y a le train, il y a de la bouffe. Mhm. Il peut pas comprendre. Mhm. Mais à côté de ça, en France, aller dire à une personne qui travaille dans un bureau, je sais pas moi, qui a une licence ou qui a un master, qui n'arrive pas à trouver du taf, qui a des difficultés pour rejoindre, des difficultés pour rejoindre, on va dire, ses valeurs et le travail. Je parle par exemple d'un musulman où il sait qu'il va pas pouvoir prier ou qu'il a dit, bah, allez lui dire que ouais, mais pourquoi tu vas aller au Maroc?
le Marocain du Maroc, il ne pourra pas non plus le comprendre. Donc, il n'y a pas de qui a raison et qui a tort. Chacun voit avec son prisme, chacun voit avec son contexte. Et en fait, on voit les deux parties. Tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'effectivement, il y a encore un travail à faire au niveau de l'emploi, je trouve ici. Tu vois, tu as parlé d'un truc dans ton parcours, l'alternance. Moi, j'ai été très surpris quand je suis arrivé ici. J'ai dit, mais personne ne fait de l'alternance ici. Le cursus de l'alternance, il n'existe presque pas. Après, il faudrait que mais on fait plutôt des stages, mais l'alternance en tant que telle n'existe presque pas au Maroc, enfin bref. Et donc tout ça pour dire aussi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que toi, dans un avenir lointain, parce qu'aujourd'hui tu restes encore joueur professionnel, donc que ton club ne commence pas à penser que je veux te recruter ici, mais est-ce que toi, tu te vois aujourd'hui, à court moyen terme, après ta carrière, etc., est-ce que tu te vois aussi bien travailler au Maroc? Est-ce que tu te vois salarié? Est-ce que tu te vois ouvrir un cabinet de recrutement? Est-ce que tu vas travailler pour nous, par exemple, dans un cabinet au Maroc? Comment tu vois, on va dire, l'avenir aussi bien foot que travail? Non, bien sûr, moi, je pense que c'est à court ou moyen terme de potentiellement m'installer ici. C'est une idée. Ok. Comme je l'ai dit, il y a énormément de facteurs en France qui, on va dire, qui nous poussent malheureusement, malgré nous, à regarder à l'étranger. Mhm. Euh, donc, ouais, forcément, on essaye de regarder un peu ce qui se fait un peu à droite, à gauche, à l'étranger, et notamment au Maroc. Mhm. Nous, on a la chance d'être franco-marocain, d'avoir de la famille ici, C'est clair. d'habiter la ville de Kenitra, comme on l'a dit, qui est une superbe ville. Donc forcément, on regarde les opportunités, que ce soit à Kenitra, que ce soit à Casablanca. Moi, comme on en parlait tout à l'heure, j'ai eu la chance de travailler à Decathlon et je sais qu'il y a des filiales ici, on va dire, des entreprises ici, Mhm. des magasins ici. Donc voilà, se pencher un peu sur ce sujet-là, sur ce sujet RH aussi. Moi, je connais pas aussi la vision RH, en tout cas, comment les collaborateurs RH pensent au Maroc. Mhm. Parce que voilà, j'ai pas eu la chance de travailler ici. Mhm. Mais voilà, peut-être me pencher à court ou moyen terme sur ces sujets-là, mais c'est sûr que c'est une réflexion. J'ai eu cette réflexion sur le fait de potentiellement m'installer ici et travailler au Maroc. Après, je vais pas dire qu'on en est loin, parce que voilà, moi, mon objectif aujourd'hui, mon objectif principal, c'est de travailler avec mon club à Toulouse. Totalement. Euh, Surtout sur l'aspect sportif, Bien où sûr. voilà, on est en quête de résultats, on est en quête de remonter au classement, parce qu'on est en milieu de classement, on essaye de remonter un peu plus au classement. Donc ça, c'est l'objectif principal à court terme, comme on l'a dit, de ne pas perdre en compétence forcément sur la partie RH, peu importe le domaine, que ce soit la diversité, inclusion, le recrutement, la formation. Euh, Tous ces aspects-là, ne pas forcément perdre en compétences, mais justement augmenter en compétences Bien sûr. pour pouvoir être prêt si jamais on doit s'expatrier, si C'est on doit clair. s'installer dans un autre pays, et notamment au Maroc. Mais forcément, bien sûr, moi je me vois habiter ici avec mon petit thé à la menthe tous les matins. Ouais, non, il n'y a pas de C'est souci. clair. Après, forcément, on gagne des choses, comme tu l'as dit, en tant que musulman, on gagne des choses, mais forcément, on perdra des choses. Totalement. Mais après, voilà, comme on dit, choisir, c'est renoncer. Exactement. Et voilà, on essaye de regarder ce qui nous arrange le plus. Comme tu l'as dit, il y a des Marocains qui veulent aller en France parce que ils regardent un salaire, ils voient qu'il y a un salaire un peu plus important qu'au Maroc. Ça se respecte. Exactement. En France, on regarde parce que voilà, on a des aspects aussi religieux, on a des aspects aussi sur la qualité de vie aussi qu'on recherche, qu'on n'a pas forcément en France. Mhm. Comme un Français peut regarder, veut travailler en Suisse parce que le salaire est plus C'est important. ça. Donc, enfin voilà, chacun regarde midi à sa porte Exactement. et puis voilà. Ah non, mais c'est clair. Non, non, mais c'est totalement ça. Je pense que c'est ce que je dis souvent. Il n'y a pas de. Personne n'a raison, personne n'a tort. Chacun a son prisme, chacun a son contexte et chacun a les critères qu'il souhaite mettre en place. Et puis, en fonction des filières, des secteurs d'activité, des métiers, il y a aussi des disparités qui sont énormes. J'ai pris l'exemple du soudeur qui est très, 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 très parlant. Mais il y a aussi d'autres métiers qui sont aussi tout aussi disparates en termes de salaire. Euh, Tu as parlé aussi, entre guillemets, un peu de ton contexte. Ça m'intéresse de savoir aussi, autour de toi, est-ce que tu as des gens qui travaillent ici, au Maroc, aussi, que ce soit de ta famille, de tes amis? Est-ce que tu as des gens qui sont intégrés dans le monde de l'emploi ici ou pas du tout? Ouais, j'ai des amis qui sont installés ici. D'accord? J'ai pas mal d'amis qui s'installent de plus en plus ici. D'accord. Des franco-marocains? Des franco-marocains généralement, ou même des franco-algériens ou des Ok. franco-tunisiens. Ok. Généralement, ça va être des immigrés, des fils d'immigrés de deuxième ou troisième génération. D'accord.
mais qui sont franco, soit marocains, algériens, tunisiens généralement. Ok, Donc voilà, des franco-maghrébins ok, qui s'installent de plus en plus au Maroc, ok, soit qui repartent de zéro, d'accord. soit qui ont trouvé une opportunité ici, que ce soit à Rabat ou à Casa ou à Marrakech. Dans le monde du salariat ou dans l'entrepreneuriat? Les deux. Ah, ok, Les deux. J'ai un ami qui est dans l'entrepreneuriat, d'accord, qui est dans la gestion, dans l'immobilier. ok, J'ai un autre qui a ouvert un magasin, enfin ouais, qui a ouvert un magasin de parfum à Marrakech. d'accord, Donc génial, voilà, qui repart de zéro, ok, enfin, soit des personnes qui repartent de zéro, soit qui se sont associées avec des personnes à Casablanca. génial. Mais en tout cas, voilà, j'ai des profils comme ça où j'essaie de discuter avec eux, d'échanger avec eux sur ce qui va pas, et forcément, enfin, généralement. C'est quoi le retour justement? Quels sont les retours en toute honnêteté, hein, parce que c'est toujours pareil, on Ouais, a dit, on reste mesuré, il y a du positif, il y a du négatif, comme de exact, partout. C'est quoi exactement. les premiers retours que tu as? Bah, généralement, ils sont bien ici. Généralement, on est bien au Maroc. Eh bien. On est bien, exactement. Non, mais généralement, on est bien. La qualité de vie, enfin voilà. On sait que un franco-marocain vivra pas forcément qu'un marocain Hmm. sur les habitudes, sur la façon de dépenser son argent, etc., etc. Parce que, voilà, en tant que jeune, en France aussi, on a assez dépensé. Au Maroc, généralement, on fera pas les mêmes cafés, on fera pas les mêmes restaurants, etc., etc. Même si voilà, il y a des jeunes qui enfin voilà, il y a certains types, selon les quartiers, selon les villes, on va dans certains endroits. Mais forcément, ici, on est bien. Après, il y a des choses qui forcément qui sont différentes de la France. Par exemple, Les trottoirs? les trottoirs qui sont assez gros, où là, il y a la difficulté à se Oh, purée. déplacer sur certaines grandes villes. Mais au-delà de ça, voilà, il y a ce qui revient aussi généralement, c'est enfin, la rigueur au niveau des horaires, je pense. On est, c'est pas péjoratif, c'est pas amélioratif, mais c'est quelque chose de différent. Où au Maroc, on s'adapte plus aux horaires de prière plutôt qu'à des horaires fixes. On va pas dire à 15h on est là, on va dire après le Dohor ou après le Asr, généralement. En tout cas, c'est ce qui revient le plus, c'est ce qui revient le plus auprès de mes amis. Mais en tout cas, voilà, après, à part ça, enfin voilà, t'as le soleil, comme je l'ai dit, il y a une bonne qualité de vie. Et après, tu t'y retrouves financièrement, comme tu l'as dit, il y a pas de bon ou mauvais salaire. C'est Hmm. vraiment comment tu le perçois. Euh, après, voilà, c'est vraiment une qualité de vie, je pense. En tout cas, les franco-maghrébins recherchent plus la qualité de vie au Maroc plutôt qu'autre chose, je Ouais, mais pense. c'est clair. Je pense que il y a un des derniers sujets que je voulais aborder et tu as bien fait de me le relancer parce que je pense que sinon j'allais oublier. Bah, effectivement, c'est l'heure. L'heure, aujourd'hui, souvent on me pose la question, oui, la ponctualité, etc. Bah, en fait, je le dis souvent, ça dépend de quoi on parle. Au niveau RH et emploi, moi j'ai des entretiens toutes les semaines avec des personnes ici au Maroc, donc des Marocains. J'ai pas plus de problèmes en termes d'horaire, si je dois faire des stats, j'ai pas plus de problèmes d'une personne qui arrive alors on fait beaucoup de visio, mais j'en ai pas plus au Maroc qu'en France, sincèrement. J'aimerais bien dire le contraire, mais vraiment j'ai pas. Après, on a autre chose, c'est-à-dire que souvent ça va être abordé par rapport, on va dire, c'est souvent les ouvriers, c'est-à-dire un plombier, c'est-à-dire quelqu'un qui est auto-entrepreneur qui va venir faire des travaux chez toi. Effectivement, il t'a dit qu'il allait venir après le Dohor, il n'est pas impossible qu'il arrive à 17h, ok. Mm. Mais vraiment, si on parle RH emploi, si on parle sur des profils divers et variés, un comptable, un directeur de communication, un DRH, tout ce qu'on veut, moi en termes de stats, pour avoir vraiment les deux visions, hein, vraiment, j'ai pas plus de retard au Maroc qu'en France, j'ai pas plus de plantage en France qu'au Maroc. C'est quasiment équilibré. Sincèrement, je sais que des fois, on peut penser que c'est pour défendre, pas du tout. C'est vraiment que. Ouais, c'est totalement équilibré. Il n'y en a pas plus en France qu'au Maroc. C'est Ouais, pareil. non, non, j'ai pas forcément ce recul-là parce que Mmh, je suis pas, mmh, je bosse pas ici, mais ouais, c'est vrai qu'il y a, bon, enfin, en tout cas, en termes d'horaire, etc., moi, je le vois auprès de ma famille qui bosse ici. mmh. Voilà, des personnes qui sont assez rigoureuses, qui sont assez ponctuelles, même quand ils reçoivent des clients, les clients sont assez ponctuels, etc. Donc, Il y a de il n'y tout. a pas forcément de problème. Après, moi, je voulais revenir, tu parlais des horaires de prière, et c'est aussi ce que recherchent aussi certaines personnes C'est ici, clair. c'est la prière. Mmh, Enfin, et c'est aussi la spiritualité globalement mmh. que recherchent ces personnes qui s'installent ici. Je pense qu'aussi c'est un aspect hyper important C'est clair.
au Maroc. En France, il y a quelques entreprises qui sont assez ouvertes par rapport à ça, sur le fait d'être soi-même et de pouvoir avoir cette liberté de prier. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ça dans mes expériences, sur certaines expériences, pas toutes. Mais au-delà de ça, c'est que voilà, tu portes un nom et un prénom. Et au-delà avant d'être recruté, d'être embauché dans une entreprise, tu as un CV. Et tu sais que quand tu as un nom maghrébin, tu as X moins de chances d'être recruté. On sait que le logement, quand tu as un prénom qui s'appelle Mohamed, tu as 100 fois moins de chances, je pense, Il y a des vraies stats, ouais. d'avoir un logement. Carrément. Enfin voilà, on sait que le marché de l'emploi est saturé. Et il est d'autant plus saturé quand tu t'appelles Issa Massen ou Mohamed ou Yacine, etc. Donc forcément, ça aussi, c'est un facteur à prendre en compte. Et je pense que aussi le fait de trouver un travail, je pense, plus rapidement au Maroc, je pense que, enfin, en tout cas, de trouver un vrai boulot avec un vrai manager qui t'accepte comme tu es, je pense qu'il y a plus de facilité de l'avoir au Maroc plutôt qu'en France. Ouais, évidemment, je pense on peut totalement clôturer là-dessus. Je pense que c'est un aspect qui est totalement réel. Après, ça s'explique de manière très simple si on prend un peu de recul. La France est un pays laïque, le Maroc est un pays musulman. Exactement. Donc déjà de base, on parle pas du tout des mêmes bases. Et puis au niveau de l'emploi, ce que j'aime aussi à rappeler beaucoup, c'est que le Maroc a adopté la préférence nationale. Mm-mm. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi il y a moins de discrimination? Parce que la préférence nationale fait que c'est de manière officielle. C'est-à-dire que pour recruter, je sais pas moi, allez, une assistante RH qui est française, il faut d'abord justifier au niveau de l'État, en fait, tout simplement, de pourquoi est-ce qu'on prend une Française plutôt qu'un Marocain ou une Marocaine. Est-ce que c'est une compétence qu'on n'a pas en local? Est-ce que c'est une compétence spécifique? Est-ce que la personne, elle est experte en X quoi? Et pourquoi t'as pas réussi à prendre en gros un Marocain? Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas en France. Donc du coup, c'est là où, je dis pas qu'il faut le mettre en place en France, hein, c'est pas du tout mon rôle, mais c'est là où on est plus sur de la discrimination quand c'est problématique en France, plutôt que sur de la préférence nationale où on est capable de dire ici, bah non, je peux pas prendre un Français parce que il faut que je prenne un Marocain. Tout simplement. Et c'est aussi une des explications qui fait qu'on a de plus en plus de profils qui veulent quitter la France pour être plus en phase avec on va dire, leur contexte global. Donc, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à court, moyen, long terme? Bah, à court terme, c'est des victoires avec mon club, déjà. On va dire aux Marocains de se calmer à Laval, là-bas. Là. Exactement, parce que et Bilal et Sofiane, ils commencent à tout prendre là avec Laval. Et Anas, on ne peut pas l'oublier, Anas. Et NS aussi, on lui souhaite un prompt rétablissement d'ailleurs. Exactement. Mais voilà, on essaye d'avoir voilà, de bons résultats, de remonter au classement, d'avoir des sélections nationales aussi, Bien sûr. de revenir avec l'équipe nationale de plus en plus. Enfin voilà, après il y a des échéances aussi avec l'équipe nationale, que ce soit la Coupe d'Afrique, la Coupe arabe, etc. Donc voilà, pourquoi pas y participer. Ça c'est ce que j'aimerais avoir comme compète, en tout cas avec l'équipe nationale. Top. Voilà, à court terme, je pense que c'est ça. Après, voilà, à moyen terme, comme je l'ai dit, voilà, je suis vraiment en phase d'observation et d'analyse sur le marché français et marocain. Je voulais revenir sur ce que tu disais sur le fait que, sur les aspects, en tout cas, sur la différence entre la France et le Maroc. Il y a énormément d'aspects positifs en France. Hein. Ah, mais C'est pas, non, mais on aime bien le rappeler aussi. voilà. C'est important parce que sinon, le message, il est toujours. Exactement, c'était juste, on faisait la comparaison entre la France et le Ouais, Maroc, c'est clair, mais c'est il y a énormément d'aspects positifs en France. Et moi, enfin, en tout cas, mes expériences que j'ai pu avoir, et mon expérience actuelle en France. en France, elle est vraiment top. J'ai eu des expériences C'est extraordinaires clair. en France, comme des expériences qui se sont un peu moins bien passées. Totalement. Donc, enfin voilà. Mais après, voilà, c'est vraiment comme on le disait, ce qu'on recherche propre, qui est propre à nous-mêmes. C'est ça. Mais voilà, en tout cas, ce que je souhaite, en tout cas, déjà à court moyen terme, de revenir avec l'équipe nationale Top. et de jouer les prochaines grandes compétitions, que ce Échéance. soit la Coupe d'Afrique et la Coupe arabe et la Coupe du Monde, qui va arriver dans 3 ans, si je dis pas de bêtises. D'accord. 2028? 2028, Ok. c'est ça, 2028. Donc voilà, et puis après, voilà, à moyen terme,
On verra ce que l'avenir nous réservera. Réservera. Mais en tout cas, Inch'Allah, ça voilà, marche. des victoires, Inch'Allah, et on verra ce, qui nous, ce que Dieu nous réserve. Exactement. Bon, en tout cas, merci beaucoup. J'espère qu'on pourra en faire un autre. On va suivre aussi ton actualité, notre actualité. C'était un très très bon échange. Je suis vraiment très content que tu aies accepté et qu'on ait trouvé aussi le temps, Exactement. qu'on ait aussi trouvé le temps de pouvoir faire cette vidéo. Et puis voilà, on suivra l'actualité. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir aussi te rencontrer parce qu'au final, c'est la première fois qu'on s'est vu ce Exactement. matin, au final. Exactement. Donc c'est une bonne chose et voilà, ça montre aussi que LinkedIn reste un réseau qui est très intéressant et ça permet de nouer des contacts avec des personnes avec qui on a des liens et des points communs. Donc on va suivre aussi ton actualité. On espère que tu vas remonter au classement avec ton équipe et que sur les prochaines échéances avec l'équipe nationale, tu en feras partie. On regardera avec forte attention la liste, on cherchera comme ça, qui gagne des fois. Et voilà, donc merci à tous et puis bah, je vous dis tous à bientôt. Bah, merci à toi. Salam alaikum. Salam.